Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est un grand honneur pour nous que de pouvoir vous présenter nos travaux également dans le cadre de cette section sur les registres. Je voudrais juste dire en introduction, donc je voudrais vous parler de notre PID Life Index, qui est un outil que nous avons mis en place pour essayer de décrire la façon dont on vit avec un DIP dans un pays. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé? Alors, en préliminaire, juste vous rappeler que donc, nous sommes l'Association internationale de patients. Nous sommes en fait une fédération avec actuellement 70 pays représentés par nos associations nationales. Nous sommes une ONG et notre vocation véritablement, c'est d'améliorer la vie des patients dans le monde, des patients atteints de DIP. Et de ce fait, une de nos grandes activités, c'est le plaidoyer. Alors cet outil, il est précisément activé par le plaidoyer. Voilà un exemplaire de notre délégation mondiale réunie récemment à Göteborg. Donc je vais vous parler donc de ces principes de prise en charge en fait des DIP. Comment est-ce qu'on a fait, comment on a créé cet outil, comment est-ce qu'on prend en compte les DIP dans les différents pays et comment on peut s'en servir. Alors le début, il date de 2014. On a travaillé avec une équipe internationale de médecins, dont le professeur Aziz Bouzfira a d'ailleurs été là. Et on a également évidemment des patients, des représentants de patients, donc des 5 continents. On s'est vraiment axé sur l'ensemble des continents afin de définir qu'est-ce qui était important pour la prise en charge des patients au niveau national et essayer donc d'établir une liste de principes de prise en charge qui soient utiles aux différents acteurs. Alors on est arrivé à une liste de 6 principes. Le premier, c'est le diagnostic, c'est essentiel, les traitements, la couverture universelle, on a repris la terminologie de l'ONU, la question du remboursement, de la prise en charge des médicaments, évidemment, le fait qu'il existe des centres spécialisés, le fait qu'il existe des associations de patients et le fait qu'il existe des registres. Donc à travers ces 6 principes, on va essayer de décrire la situation des DIP dans un même pays. Alors, on a, à partir de ces 6 principes, essayé de définir des critères pour les nourrir et ça nous a amené à établir un questionnaire qui est très riche, très dense. Et à partir de ce questionnaire, on a rassemblé tout un tas de données grâce aux pays qui ont accepté de répondre. Alors, quand je dis les pays ont accepté de répondre, on soumet ce questionnaire à nos adhérents, c'est-à-dire à nos associations de patients, qui, la plupart du temps, ont besoin de l'aide des médecins pour remplir ce questionnaire, parce que les patients n'ont pas toujours la connaissance de ce qui existe en termes de médicaments, ils connaissent bien ce qui les concerne, mais moins de façon générale. Et par ailleurs, il est aussi important qu'on ait la voix des médecins, et dans certains pays, d'ailleurs, on n'a que la voix des médecins, y compris dans certains pays où on n'a pas d'association de patients. Alors, pour traiter parce que quand on a plein de données, après, il faut en faire quelque chose. Et ça, c'est souvent le plus difficile. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve une interface qui soit parlante. Alors, on est allé vers un système de data visualisation. Vous voyez au centre ici, vous avez donc l'index, qui est un index sur 100, et qui donc décrit l'ensemble des principes. Et ensuite, les petites bulles autour, ce sont chacun des 6 principes. Et plus la bulle est large et remplit le cercle qui est un peu pâle, plus le principe est bien atteint et le contraire évidemment. Donc j'ai pris ici un pays qui est la Malaisie, rien à faire avec l'Afrique. On voit donc qu'ils ont un ranking de 39% en termes d'index général, et on peut voir en dessous, à travers les listes, enfin les barres, on va dire, comment chacun des principes est plus ou moins performant. Alors pourquoi j'ai pris la Malaisie? Tout simplement parce qu'en Malaisie, ah oui, alors j'ai oublié de dire là aussi, après chacune des bulles qu'on a autour, donc chacun des principes, on peut encore l'éclater pour regarder comment les différents critères sont remplis. Donc j'ai pris la Malaisie. Pourquoi? Parce qu'un médecin a fait un papier grâce à notre PID Life Index pour montrer comment dans le sud-est asiatique étaient mis en place ces principes de prise en charge. Alors, on n'a pas que des bulles, on a aussi une carte. Donc, toutes les datas qu'on a grâce à ce système, on l'exprime donc par une data visualisation avec ces bulles et aussi à travers une cartographie. Et là, vous avez donc la carte du monde. Mais maintenant, je vais zoomer un petit peu sur l'Afrique.
Voilà, ça c'est l'index de l'Afrique et on a aujourd'hui 8 pays représentés dans l'index. L'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Kenya, la Namibie, le Soudan, la Tunisie et l'Ouganda. Et très bientôt le Maroc parce qu'on vient juste de recevoir les données. Donc on va bientôt ajouter le Maroc. Et quand on regarde donc ces pays, ces 8 pays, et vous regardez à droite de l'écran les bulles, on voit que les scores vont de 5% jusqu'à 49%. Donc on a des scores faibles qui correspondent à tous les propos que vous avez tenus. Alors on n'est pas là pour comparer les pays, pour dire celui-là il est mieux que l'autre. On est là pour s'en servir, pour aller voir son ministre de la Santé et lui dire, vous voyez, eh ben, les voisins, eux, ils ont une couverture universelle de ça. Et je peux vous dire que ça marche parce que je vais prendre un exemple européen. Nous, en France, quand on a voulu avoir des sous-cutanés et que même nos médecins nous disaient, vous savez, les sous-cutanés, c'est pas, on ne sait pas, enfin, eh bien, on est allé voir, on a dit, vous savez, en Scandinavie, ils ont tous des sous-cutanés, alors on ne comprend pas pourquoi nous, les patients français, on ne les a pas. Et grâce à ça, et grâce aux médecins qui nous ont aussi soutenus dans cette démarche, on a pu avoir des sous-cutanés. Donc l'idée de la comparaison, ce n'est pas de la compétition, c'est vraiment de se servir de ce benchmarking, hein, de ces comparaisons pour plaider la cause de nos pays. Alors, si je rentre un petit peu dans les détails des différents principes, quand on regarde le principe du diagnostic, alors on a dans nos critères, hein, je les ai mis ici, est-ce qu'il existe un diagnostic génétique, biologique, est-ce qu'il y a un dépistage néonatal, quel est le taux de diagnostic? Alors le taux de diagnostic, nous on le calcule à partir d'une prévalence théorique qui est estimée à 1 sur 2000, donc qui est une prévalence certainement assez haute, mais on est dans du plaidoyer, donc on ne s'en prive pas trop. En France, on parle plutôt de 1 sur 5000, hein, mais peu importe, l'essentiel c'est de montrer qu'on est là, par exemple en Afrique, on est seulement à 1% hein, des individus qui seraient dépistés. Et en matière de diagnostic, on voit que la plupart des pays ont un diagnostic biologique, mais au regard de ce que j'entends là, je sens qu'on va devoir actualiser parce qu'il y a des progrès qui ont été faits et on va lancer une campagne d'actualisation des données cet été. Alors, si je regarde maintenant les associations de patients, on voit ici qu'on a 4 pays sur 8 qui ont une association nationale de patients. Donc, je crois que j'ai déjà beaucoup fait l'article sur c'est important d'avoir une association de patients. Je dois ajouter qu'on a 3 pays qui ne sont pas encore dans le PID Life Index, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Sénégal, qui ont également des associations de patients. Donc, je compte sur eux pour qu'on puisse éventuellement aller là. Si je vais sur les registres, on n'a qu'un pays qui a déclaré avoir un registre, hein, la Tunisie. Et dans le critère des registres, hein, parce qu'on peut avoir donc des scores différents, on a 2 critères. On a un registre national des DIP, et j'entendais hier que vous n'avez pas accès au registre international, donc ça paraît d'autant plus important, et notamment pour les registres de greffe. Hein, donc on a mis aussi, est-ce qu'il existe dans votre pays un registre des donneurs pour la greffe? Enfin, les centres spécialisés, c'est pas enfin, c'est l'avant-dernier. Les centres spécialisés, on considère, et on a mis 3 critères. Est-ce qu'il existe des centres spécialisés pour les adultes? Parce que c'est quelque chose, et le thème de ce congrès le montre, les patients grandissent. Et on a eu d'ailleurs dans nos délégations aujourd'hui des patients africains adultes, hein, d'ailleurs qui vont bien, donc bravo les médecins. Nous avons également le fait qu'il existe des centres nationaux ou des réseaux nationaux. C'est très très important qu'il y ait des coopérations. Je crois que le Maroc est un très très bon exemple à cet égard. Et puis, est-ce qu'il existe des soins de transition, hein, la prise en charge du passage de l'enfance à l'adulte, qui est aussi quelque chose d'extrêmement important, mais je pense qu'on en a entendu beaucoup parler à travers des exemples, et notamment l'exposé du docteur Nizar Malawi. Et puis enfin, quand j'arrive sur les traitements, là on a avec d'ailleurs Nizar, que j'ai beaucoup torturé sur la question, en lui demandant une classification des médicaments pour les DIP. C'est pas si simple que ça, hein, parce que bien sûr on dit les IG, on dit les anti-infectieux, on dit les greffes, mais il n'y a quand même pas que ça. Du coup, on est arrivé, grâce à lui, à des traitements biologiques et des thérapies ciblées. Le fait qu'il y ait des immunoglobulines, les anti-infectieux bien sûr. On a rajouté la collecte de plasma parce que ça va devenir quelque chose d'extrêmement important, de développer dans nos pays la collecte de plasma pour pouvoir avoir une forme de souveraineté au minimum continentale sur les immunoglobulines.
les vaccins, bien sûr, et puis qu'on a mis dans la prophylaxie, et puis les traitements curatifs que vous connaissez bien. Et évidemment, quand on regarde la carte, il y a beaucoup de différences dans les prises en charge au niveau des traitements. Quand on arrive sur la couverture universelle, qui est quand même le gros problème, et ça c'est une des difficultés qu'on rencontre, entre avoir un médicament qui est disponible, existant, qui est enregistré dans le pays, et qui enfin est accessible, c'est-à-dire remboursé, eh bien il y a là des strates qui sont extrêmement importantes. Comme, ouais, je vais les passer vite fait. Je suis dans les temps, Président oui, ça va. Donc, je vais juste soyez sûr que je ne vais pas vous refaire tout. Juste que vous voyez un petit peu les images, parce que c'est vrai que sur les images, ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Donc, 6 principes qu'on a éclatés en critères. Ah, tout ça, c'était bon. C'est après que ça a déraillé. La carte, vous l'aviez eue? C'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Ah, parfait. Donc, les registres, on avait fait, tout va bien. Donc, Nizar a raison, on a toujours, quand on fait des projets, un comité de pilotage où on a des médecins et, comment dirais-je, des patients, enfin des représentants de patients, mais quand même, dans les médecins, il y en a, comme toi, comme le docteur Bousfia, qu'on torture un peu plus que la moyenne parce qu'on sait qu'ils répondent toujours présent. Donc, c'est peut-être pas bien pour moi de dire ça parce que ça va vous encourager à ne pas répondre présent, mais quand même, c'est bon de souligner tous les efforts que vous faites tous. Donc les traitements, j'en ai parlé, et puis la couverture universelle aussi. Voilà, je voudrais dire que dans ce PID Life Index, il y a beaucoup d'autres données qui sont disponibles. On a notamment des entrées par pays, où on reprend toutes les données disponibles sur le pays. On a aussi une liste des centres disponibles, donc c'est à la destination des patients, mais aussi des médecins. Moi, j'ai régulièrement des emails de médecins qui me disent, voilà, j'ai un patient, il part pour tel pays. Est-ce que là-bas, vous connaissez un immunologiste qui va pouvoir le prendre en charge? Et je fais souvent de la mise en réseau d'immunologistes, c'est pour ça que j'adore venir dans des congrès comme ça, parce que je fais du contact et du coup, ça m'aide après dans mon travail de représentant de patients. On a aussi une liste des immunoglobulines enregistrées par pays. Donc j'insiste, enregistrées, ça ne veut pas toujours dire disponible, et ça veut encore moins dire remboursé. Parce que souvent, les laboratoires, ils enregistrent dans beaucoup de pays, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils le vendent dans le pays. Mais bon, c'est quand même déjà une indication. Et puis, on a aussi mis en place un glossaire. Alors, quelle conclusion? Redire quand même que les datas, c'est absolument essentiel. Je suis pour ma part une très fervente militante du fait qu'on inclut progressivement dans les registres médicaux des données venant des patients, ce qu'on appelle les PROMS ou les PREMS, c'est-à-dire Patient Self-Reported Outcomes ou Experiences. Et je crois que c'est très important parce que les patients vivent avec la maladie et ils peuvent enrichir les registres cliniques avec des données de vécu réel qui peuvent permettre aussi aux médecins et aux scientifiques d'avancer. Ils sont évidemment les données essentielles pour la sensibilisation à nos pathologies, mais également pour le plaidoyer. Et si jamais vous n'êtes pas sur la carte encore, eh bien, on est là. Il suffit juste de nous demander et on vous envoie le questionnaire. Et merci pour votre attention.